Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous suivez à la télévision via vos box à 20h30 tous les jours. Vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, 100 jours d'incertitude qui sont passés pour les investisseurs. Que nous réservent les 100 prochains jours, c'est évidemment la question, mais on s'attardera avec nos invités de Planète Marché sur les enseignements des 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump comme président des États-Unis. A-t-on passé un pic? A-t-on passé un cap de quelque chose? Est-ce que le sentiment du pire, au moins, est derrière nous? Question ouverte et débat à suivre avec nos invités de Planète Marché, alors que les prochaines heures et les prochains jours seront chargés en termes de publications macroéconomiques et microéconomiques. Grosse journée demain avec les premières estimations de croissance pour différents pays développés. La croissance du premier trimestre, bien sûr, sera publiée aux États-Unis pour différents pays de la zone euro également, ainsi que des premières estimations d'inflation pour les grands pays de la zone euro, avec une saison de publication de résultats qui se poursuit également. Le gagnant du jour au sein du marché parisien s'appelle Capgemini, il n'y a pas photo. À l'inverse, lourde sanction pour Schneider après la publication de son activité trimestrielle. Pauline Gratel vous apportera tous les détails de ces publications et de quelques autres encore dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, focus sur le segment des small et mid cap en Europe, avec différents catalyseurs. Évidemment, la dimension tarifaire, quels seront les impacts des tarifs, positifs ou négatifs d'ailleurs, sur l'univers des small cap en Europe. Il y a ce qui se joue à Berlin également, avec la naissance d'un nouveau gouvernement en cours et l'application d'un programme qui doit amener à beaucoup plus de dépenses d'investissement dans la défense, mais également dans les infrastructures. Et puis il y a ce qui se joue également sur le terrain géopolitique, avec la perspective possible d'un cessez-le-feu, d'une accalmie, d'une paix transitoire peut-être, mais d'une paix entre l'Ukraine et la Russie. En tout cas, ces sujets sont sur la table et sont des drivers importants pour cet univers des small et mid cap. Nous en parlerons avec Raphaël Moreau, qui est co-directeur des investissements d'Amiral Gestion et qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. 100e jour donc de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, et des indices actions qui restent prudents encore aujourd'hui. Oui, les indices européens évoluent sans réelle tendance et en ordre dispersé. Le Stoxx 600 est autour de l'équilibre, le DAX progresse de l'ordre de 0,5% et le CAC 40 est en léger repli après avoir fait du surplace toute la matinée. L'indice parisien évolue ainsi autour de 7550 points, tirés vers le haut par Capgemini et vers le bas par Schneider Electric après leur publication. Aux États-Unis, les indices ouvrent en ordre dispersé, sans réelle tendance comme en Europe. Avant de revenir aux résultats d'entreprise, nous sommes dans la semaine de l'emploi aux États-Unis, avec différentes données publiées jusqu'à vendredi et le grand rapport mensuel du marché du travail américain. Aujourd'hui, les investisseurs prenaient connaissance de l'enquête JOLTS pour le mois de mars. Oui, elle recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain et elle montre que le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,1 millions d'ouvertures. C'est inférieur aux attentes et le chiffre du mois précédent a été révisé en légère baisse. Quels sont les mouvements qu'on peut observer aujourd'hui sur les marchés obligataires, Pauline? Le rendement américain à 10 ans continue sa détente encore un peu aujourd'hui pour retomber autour de 4,20%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans reste toujours très stable autour de 2,50% aujourd'hui. Enfin, sur le marché d'échange, le dollar cède légèrement du terrain et l'euro-dollar se traite ainsi autour de 1,14 aujourd'hui. Côté micro, donc, les résultats du jour avec ceux tout d'abord en vedette de Capgemini. Oui, ils étaient appréhendés après que Alten a rendu des comptes inférieurs aux attentes
importante la semaine dernière et le titre avait même plongé de 15% après cela. Mais pour Capgemini, l'heure est au soulagement. Les investisseurs saluent une publication meilleure que prévue et le titre gagnait jusqu'à 9% au cours de la séance. Sur les nouvelles commandes, plus de 6% sont dédiés à l'intelligence artificielle et les objectifs annuels sont confirmés. Et puis aux antipodes, au sein du CAC 40 toujours, à l'inverse, on trouve donc Schneider Electric. Oui, les investisseurs ont sanctionné une publication jugée décevante et inférieure aux attentes. La croissance au premier trimestre en données comparables s'établit en hausse de 7,4% à 9,3 milliards d'euros, quand le consensus attendait une progression plus importante de presque 9%. Schneider lance également un léger avertissement sur sa marge de 2025. Le titre plonge de plus de 7% aujourd'hui. Et puis le secteur automobile est toujours un secteur sous surveillance, particulièrement sensible aux différentes annonces tarifaires de Donald Trump. Oui, Donald Trump pourrait annoncer un allègement tarifaire sur les importations de pièces automobiles, mais Scott Bessent, qui s'est exprimé dans l'après-midi, n'a pas donné de détails sur de possibles exemptions. Parallèlement, General Motors a annoncé abandonner ses perspectives annuelles, craignant l'impact des droits de douane malgré un premier trimestre solide. Ailleurs dans le monde, Volvo plonge de 9% après sa publication, avec un bénéfice net en recul de 70%. À Francfort, c'est Porsche qui perd jusqu'à 6% après l'abaissement de ses prévisions pour cette année. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain de la première estimation du PIB américain et de celui de la zone euro pour le premier trimestre. La semaine de l'emploi américain se poursuit. On attend aussi l'enquête ADP pour le mois d'avril. Et du côté des résultats, on attend ceux de Meta et Microsoft publiés demain soir après la clôture des marchés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Enguerrand Artaz est avec nous, stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir. Pierre Bismuth nous accompagne, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Et Valérie Gastaldi est à nos côtés également, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là. Ravi de vous retrouver pour ces 100 jours de Donald Trump. Ça vous fait déjà sourire Valérie. Est-ce qu'on a passé un pic de quelque chose ? Les 100 jours sont marqués notamment par cette séquence de Liberation Day jusqu'au 9 avril, la séquence du 2 au 9 avril. Je remarque que le S&P 500 n'a pas refait de plus bas, je crois, depuis le 8 avril dernier. Est-ce qu'au moins en termes de sentiments, est-ce que les émotions se sont un peu calmées depuis cette séquence-là des tarifs autour du jour de libération de l'Amérique ? Et est-ce qu'on peut imaginer avoir dépassé un pic en termes de sentiments du pire, si je puis dire ? Ça dépend de l'horizon de temps qu'on a. Je pense que pour quelques mois, on a vu le pire. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça baisse si vite la dernière fois. Je pensais qu'on avait un petit peu plus de temps. Entre le 2 et le 9 avril, quoi. Cette séquence-là. Je suis venue le 28. Ah, je ne sais plus quand vous êtes venu. Mars. Je viens toujours les derniers jours du mois. Ah d'accord, oui. C'est pas compliqué. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, moins d'une semaine avant le 2 avril. Ouais. Et je pensais pas que ça serait aussi rapide. Et finalement, ce qui s'est passé en l'espace de 10 jours, c'est la correction que j'attendais depuis un certain temps. Et on a fait à peu près tous les niveaux pertinents sur toutes les bourses européennes et américaines. En Asie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, potentiellement, on peut faire des nouveaux sommets. D'accord. Bon, voilà. Il y a eu quand même une forme de capitulation, vous dites, à ce moment-là. Alors, je sais que le terme peut se discuter, mais... Oui. Il y a eu une forme de capitulation. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que la confiance est revenue très vite sur les marchés européens. Mais il faut donner le temps au temps. Et ce qui compte, c'est pas tellement... En fait, quand le marché rebondit, c'est normal que les gens se précipitent pour acheter. Parce que surtout quand ils ont réagi aussi vite que ce qu'ils ont réagi dans la baisse, ça c'est normal, on ne peut pas en tirer tellement de conclusions. Là où on tire les conclusions les plus importantes, c'est quand le marché se repose
et que ça se décante, c'est là qu'il faut voir la façon dont le sentiment évolue et la façon dont les positionnements se font, etc. Les couvertures qui se défont ou au contraire qui sont ajoutées. Parce que quand le marché rebondit, les gens achètent tous des calls comme des fous et c'est normal. Ça ne permet pas de porter de conclusion. Ce qui compte, c'est que les niveaux qui ont été testés sont des niveaux qui ne rompent pas les tendances de... Long terme. Moi, j'appelle ça moyen terme, mais ça dépend de chacun à son horizon de temps. Pour moi, moyen terme, c'est quelque chose qui peut se développer sur 3 à 9 ou 12 mois. Bon, voilà. Et ces niveaux-là, on les a respectés. D'accord. Donc, quand on respecte ces niveaux-là, la première idée qu'il faut avoir en tête, c'est on va faire des nouveaux sommets. Après, il faut savoir être souple, hein, bien entendu. Et peut-être qu'on rebondira seulement que des 2/3 ou quelque chose de ce goût-là. Et puis, ça va peut-être dépendre des indices. D'abord, il y a déjà des valeurs qui font des nouveaux sommets, alors qu'il y en a d'autres qui continuent à baisser. Elles sont moins nombreuses, mais enfin, il y en a quand même... voilà, on a un petit peu de tout. Donc, on va voir... dans la consolidation qu'on aura, les marchés qui s'en sortent. Mais une baisse de volatilité, une baisse des émotions, si je puis dire, c'est quelque chose qu'on peut avoir quand même à court terme, là ? Bon, les gens ont une compréhension de la volatilité qui parfois est fausse, parce que quand on est dans des consolidations où on a des changements de direction réguliers, les gens disent souvent « Oh là là, il y a de la volatilité ». C'est volatile. Mais c'est pas volatile en fait. Au sens de l'écart à la moyenne, ça n'est pas volatile, surtout que c'est le cours de clôture qu'on prend en considération. Bon, donc tout ça, donc ça oui, c'est peut-être ce que l'on va avoir à un moment, mais sur quelques jours, parce que là, potentiellement, on peut peut-être encore monter. Enfin, oui, c'est ce que vous dites. Le rebond est peut-être pas. Il est peut-être pas terminé, non ? Ouais. Mais non, mais voilà, je sais pas. En fait, c'est très compliqué parce que si j'écoute les nouvelles. Oh là là! Ah bah oui, mais bon. Mais sincèrement, quand je regarde tous mes indicateurs qui sont basés que sur les prix, enfin, c'est pas des indicateurs techniques, mais les cycles, j'attendais un point bas de cycle, j'ai eu le point bas de cycle. Voilà, je l'ai eu et donc maintenant j'ai une reprise. Alors cette reprise, je sais qu'elle me donne plusieurs mois sur le Dow Jones et donc. Normalement, on a vu le pire, quoi. Voilà, je peux difficilement. Sinon, je me renie. Oui, mais c'est très honnête de votre part et c'est très clair. Je trouve que vous répondez à la question, Valérie. Il n'y a pas de problème, Pierre. Sur ces 100 jours de Trump et ce que l'on en retient en tant qu'investisseur pour la suite, notamment. Est-ce qu'on va vivre chaque 100 jours au même rythme ? Ou est-ce qu'à un moment, quand même, je sais pas, les objectifs peuvent évoluer ? Je trouve que, par exemple, on parle beaucoup moins de l'idée des baisses d'impôts, de la dérégulation. Scott Bessent en reparle aujourd'hui en disant « Attention, ça va arriver. 3e, 4e trimestre, la dérégulation va entrer en jeu. Les tarifs sont des ressources long terme qu'on veut pérenniser pour, justement, mettre en place des baisses. » Il rappelle un peu une dimension du programme de Donald Trump à un moment un peu clé. Bon, nous, on a toujours pensé chez Myria Asset Management que les marchés financiers, c'était finalement des vrais défenseurs de la démocratie. Pour ça a été testé. Très honnêtement, moi, je trouve que les marchés financiers, moi, je tire un salut. Mon chapeau. Mr. Market. Absolument. Moi, je trouve que les marchés financiers sont vraiment très forts pour remettre le n'importe quoi. L'église au milieu du village. Vous étiez venu nous dire que c'était le grand n'importe quoi. Le n'importe quoi, ça suffit. Et je trouve que vraiment, moi j'avais dit, en fait, on va tester moins 20. Sur le Nasdaq, on a testé moins 20 sur le Nasdaq, et puis tout le monde est revenu à la raison. Et c'est très bien comme ça. Ce qui est super dans cette crise, c'est que c'est une crise qui n'a rien de fondamental. C'est une crise qui est créée de toutes pièces. Auto-infligée. Voilà, exactement, par un programme qu'on sait complètement ridicule. Donc il y a toutes les caricatures qu'on voit même sur LinkedIn avec Trump et un ventilateur. On regardera. Mais on voit très bien ce que font les tarifs. On a l'image. Et moi, je trouve que les marchés financiers ont vraiment joué leur rôle avec des marchés obligataires également qui ont été véritablement intraitables sur la période. Et peut-être le seul truc qu'il a réussi, c'est faire baisser le dollar. Voilà.
Ça, voilà, on a ce qui était un objectif affiché. Voilà. Sur un petit objectif de faire baisser le dollar, mais bon, c'est quand même un peu l'épaisseur du trait. On est à 1,14. Le pétrole aussi a baissé un peu. Ah bah le pétrole, c'est bien. Oui. On est tous ravis puisque c'est un indicateur de la croissance. Donc alors on dit, voilà, le pétrole a baissé, mais ça c'est plutôt pas bien en réalité, pas en termes de perception de croissance. Mais le n'importe quoi, je pense qu'il est pour l'instant derrière nous et pour un bon moment. Là, vous dites les marchés ont fait rentrer Trump un peu dans sa boîte, quoi, en partie. Il restera l'animal qu'il est, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous dites sur les orientations de politique publique et économique, mais je pense le marché lui a mis quand même des lignes rouges assez sérieuses. Voilà, moi je pense qu'on a évacué le risque politique. Et le risque systémique, c'est un peu réduit, quoi. Oui, mais en fait, c'est un peu... c'était assez drôle. Moi, je regrette de ne pas avoir réussi à attraper le point bas. Mais on savait qu'on allait s'en tirer par le haut. C'est vraiment... On n'est pas du tout dans le Covid, on n'est pas du tout dans une crise financière comme 2008. Enfin, on a tous... en tout cas, moi, je les ai vécues, ces crises-là. Là, vraiment, on comprenait rien à ce qui se passait. En tout cas, 2008, on comprenait vraiment pas grand-chose. C'est l'incertitude générée par un homme et son cerveau. Enfin, le Covid, je dis pas que c'était simple, le Covid, mais à partir du moment où on a vu... la réponse de politique monétaire et de politique budgétaire, je ne vais pas dire que c'était simple, mais je veux dire, il n'y avait plus beaucoup de questions à se poser, quoi. Mais là, du point de vue des marchés, en tout cas. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'on a une politique qui est incompréhensible. Erratique. D'ailleurs, elle est tellement incompréhensible que, en fait, il n'a pas la Banque centrale avec lui. Il ne peut pas l'avoir, puisque on sait tous que des droits de douane, ça fait monter l'inflation. Donc tout ce qui réduit la croissance et qui réduit les échanges, ça ne peut faire que monter l'inflation. Donc il ne peut pas avoir la Banque centrale avec lui. Donc les tests politiques et économiques complètement fumeux, je pense que les marchés, c'est même plus un risque. En fait, on s'en fiche. Et on a réduit l'incertitude quand même. Là. Ce qui est super, c'est qu'on voit que la réponse de l'Europe a pour le coup été à la hauteur. Mais attention, on en parlera après, si j'ai bien compris votre sommaire. On est toujours des nains géopolitiques, mais en tout cas, d'un point de vue économique, et grâce à l'Allemagne et aux élections, franchement, c'est très impressionnant de voir enfin l'Europe reprendre le lead. Moi, je trouve que les marchés européens ont été mais vraiment très sains, et encore une fois, vraiment... On est bien resté sur nos fondamentaux. On sait qu'on a des défis, mais en tout cas, on n'a pas cassé le jouet. Alors qu'aux États-Unis, franchement, je pense que les dégâts sur la confiance des investisseurs peuvent être délétères. Bon, ils ont du bol, c'est le plus grand marché. Mais je pense que là, il avait eu un pistolet à un coup et il ne pourra pas vraiment s'en servir. Je comprends. Bon, réduction de l'incertitude. Et vous dites pour l'Europe, Trump a plutôt réduit le risque structurel de fragmentation de l'Europe. Ouais, mais ça, c'est toujours impressionnant. Quand ça va très mal... C'est un vrai débat, c'est une vraie question. Hein. Oui, mais tout d'un coup, en fait, on voit que finalement, on sait mettre nos différences et puis avoir un front commun. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on aurait pu redouter des francs-tireurs et finalement... Pas tant que ça, pas tant que ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Enguerrand, votre... bilan des 100 premiers jours de Trump. On restera humble sur un bilan total de la seconde mandature de Trump à ce stade. On va attendre. Les 1360 prochains jours. Ça va être un peu long si ça reste là. Non, ce qui est certain, là, je rejoins tout à fait l'avis de Pierre. Je pense qu'on a vu le pire sur la partie n'importe quoi, escalade des tensions, surenchère. Je pense que cette partie-là, on a vu le pire. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas soutenable, ce n'est même pas crédible. À un moment donné, on ne va pas mettre les droits réciproques à 1000%. Enfin, ça n'a absolument aucun sens et personne ne croit à ça. Donc je pense que ça, clairement, on a vu le pire. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est les conséquences à un peu plus long terme de tout ça. Parce que malgré tout, il y a des impacts concrets. Sur la confiance des entreprises. Parce qu'à la limite, la confiance des marchés... C'est facile. Nous, comme disait avant, on a touché des points bas techniques, on rachète un peu, puis si ça a bien remonté, on revend, c'est facile. Pour une entreprise qui doit peut-être repositionner ses chaînes d'approvisionnement, ses chaînes de production, revoir ses accords avec ses fournisseurs, c'est un petit peu moins évident. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes dans lesquelles les entreprises sont. Et malgré tout, aujourd'hui... les tarifs sont en place. La plupart des tarifs qui ont été annoncés sont encore en place. Il y a des petites exceptions annoncées, tout n'est pas encore entré en vigueur, mais il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place. Et chaque jour qu'on passe dans cette situation-là, potentiellement,
ça impacte quand même les entreprises et à terme les consommateurs, parce que c'est ça la finalité, c'est que tout ça va faire monter les prix pour le consommateur, et au-delà de la question de l'inflation par rapport à la Banque centrale, c'est qu'à la fin, le consommateur va devoir payer plus. Or, en 2021-2022, il pouvait, parce qu'il y avait toutes les aides aux ménages de l'administration Biden, il y avait les excès d'épargne du Covid, ça allait. Là, aujourd'hui, le consommateur américain, mis à part le décile le plus riche de la population, le reste, il est un peu plus seul face à lui-même, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc ça va quand même impacter la consommation. Et donc, encore une fois, chaque jour qui passe avec ces tarifs en place peut avoir des conséquences macro qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle les soft data, les données d'enquête qui là sont commencé à bien se dégrader. Les enquêtes de PMI, les enquêtes de sentiment des consommateurs, tout ça c'est bien dégradé. Mais les hard data, pour l'instant, il n'y a pas trop de sujets. Alors, il faut dire aussi que pour l'instant, on n'a eu des hard data que sur le mois de mars. On va commencer à avoir celle d'avril avec le rapport emploi cette semaine, puis un peu plus. Mais c'est tôt pour l'instant. Les impacts, si impact il y a, c'est ça qu'il va falloir voir. On les verra plutôt dans 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça maintenant où là, peut-être qu'on n'a pas vu le pire sur cette partie-là. Sur la partie surenchère, très clairement, on n'ira pas plus loin, c'est pas crédible. Par contre, c'est le choc, je pense, qu'a provoqué Trump, c'est pas quelque chose qui est annulable complètement du jour au lendemain, même s'il revient en arrière sur un certain nombre de choses. Je pense que le choc de confiance, les impacts que ça a eu sur le fonctionnement de certaines entreprises, vous voyez que même Walmart commence à dire, les gens commencent à se retrouver face à des rayons vides dans certains magasins Walmart, etc. Il commence à avoir des impacts concrets. Donc, c'est pas quel est le taux, la vitesse de rotation des stocks de Walmart. En moyenne, pour l'économie américaine, pour les entreprises qui forment l'économie américaine, c'est une rotation tous les 3 mois à peu près des inventaires et des stocks. Mais évidemment, il y a des segments et des sous-segments où ça va beaucoup plus vite, sachant qu'il faut 4, 5, 6 semaines le temps que les cargos traversent et passent de Shanghai à Los Angeles. Donc tout ça est planifié avec un peu d'anticipation généralement. Et en parlant des cargos, justement, le volume de cargos réservé au départ des ports chinois pour les États-Unis, on est en baisse de 40% par rapport à l'année dernière. Donc ça dit quand même quelque chose des volumes d'échanges. Et est-ce qu'il a déjà produit dans ces 100 jours généré des changements structurels déjà dans le comportement des entreprises, dans leur manière d'opérer à travers le monde? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire encore? Ça, je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire. J'aime bien le parler avec le Covid, même s'il a certaines limites, mais c'est vrai que dans le Covid, on a extrapolé beaucoup de choses de la période Covid, en se disant le monde a changé, changement de paradigme, et ça. Bon, on voit que le commerce physique n'a pas non plus totalement disparu, etc., que les questions se posent sur le télétravail. Donc, est-ce qu'on a déjà franchi des lignes structurelles, ou est-ce que tout est encore un peu en jeu de ce point de vue-là? Moi, je pense que c'est un peu tôt pour que vraiment on ait structurellement changé le comportement des entreprises. Tout simplement parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est quand même faire un pari énorme que de dire on va changer complètement. Parce qu'on est dans un monde globalement de flux tendus depuis plusieurs décennies, c'est comme ça que le monde fonctionne. De là à repasser. Le Covid avait déjà quand même instillé l'idée de la résilience, du besoin de contrôler ces chaînes de valeur. C'est pas right on time, c'est au cas où. Maintenant, c'est ça. Donc, peut-être que c'est le monde vers lequel on se dirige dans les prochaines décennies. C'est pas impossible du tout si on a de plus en plus de comportements de cette sorte-là qui se mettent en place. Est-ce que vraiment on y est rentré aujourd'hui ? Honnêtement, je pense que c'est un petit peu tôt. Évidemment, si les accords commerciaux finalement ne débouchent sur rien, parce que pour l'instant ça parle, mais il n'y a pas grand-chose de concret, et qu'on reste comme ça pendant des mois, et qu'on commence à avoir de la représailles à droite à gauche, ce qui ne me semble pas être forcément le scénario central, mais imaginons que ça intervienne. Là, oui, sans doute qu'à un moment donné, ça changera aussi la manière de fonctionner les entreprises. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, et puis on verra, c'est un point un peu juridique, mais on verra la caractéristique juridique des accords commerciaux. Est-ce que ce sont des Memorandum of Understanding qui sont engageants pour l'administration Trump le temps qu'elle existe, ou est-ce que ce sont de vrais accords commerciaux passés devant le Congrès et donc engageant sur le long terme les États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires, au-delà d'une administration qui n'est qu'une administration passagère de toute façon. C'est un point qui sera important. En sachant que de vrais accords commerciaux, entre guillemets, le temps moyen de 2 ans, 3 ans discussion, c'est 18 mois. D'implémentation, c'est autour de 40 mois. Donc si on est là-dedans, on va vivre dans la certitude pendant encore un petit moment. Bon, la question du dollar, comment vous y répondez aujourd'hui, Valérie ? De la confiance des investisseurs dans le dollar. Est-ce que le dollar a
perdu en partie au moins le statut qu'on pouvait lui conférer jusqu'à présent. Bon, a priori, effectivement, on démarre un nouveau cycle baissier pour le dollar. On est encore un petit peu limite. Mais ça semble... Ouais, c'est dur à expliquer parce que, en fait, moi, ce sur quoi je me base... c'est des cycles long terme que personne n'a en tête. Personne ne regarde. Mais si on veut illustrer les choses un petit peu différemment, si on pense à l'évolution de l'euro-dollar depuis 2000, en gros, le cours moyen, c'est un 23, un 25, je sais pas, un truc de ce goût-là. On a passé la moitié du temps au-dessus, la moitié du temps en dessous. On dit souvent que 1,20 c'est à peu près l'équilibre faire de voilà. Je pense qu'une justification de ce qui peut se passer dans les 1 an à 2 ans qui viennent, parce que c'est quand même pas des choses qui se passent, enfin, je pense pas qu'on va aller à 1,23 dans un mois, c'est que on a eu une période au cours de laquelle l'endroit où il fallait investir, c'était bien évidemment les États-Unis parce que la tech américaine et la déréglementation, tout était bien pour les États-Unis. Et en fait, là, on peut se poser un petit peu la question de est-ce que c'est mieux d'aller aux États-Unis ou d'aller en Europe ? Parce que penser à aller plus loin, c'est quand même pour les plus hasardeux, encore. Donc, c'est encore États-Unis-Europe, ce débat. Et du coup, si on ne sait pas très bien où il faut aller, c'est assez logique d'aller vers la moyenne. Bon, voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'à un moment, il nous faut un temps pour aller jusqu'à la moyenne. Après, on verra si on retourne à des niveaux qui sont de 1,30, 1,35, 1,40, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ça dépend de la vie. Enfin, ça dépend de trop de choses. Mais une première approche, c'est ça. C'est l'incertitude. Enfin, il y a quelque chose qui change. On ne sait pas très bien vers quoi on va aller. Ça ne coûte rien de viser le retour à la moyenne. On va aller à la moyenne parce qu'au moins... non, mais c'est... Oui. Voilà. Je l'illustrerai simplement comme ça. Bon. Le dollar a perdu effectivement quelque chose là dans ces 100 premiers jours de Trump, parce que là aussi, c'est vrai les marchés bougent vite et donc les esprits bougent vite sur les marchés et tout de suite on voit des nouveaux paradigmes, etc. Et je suis le premier à relayer le narratif d'une perte de statut des treasuries ou du dollar. Mais encore une fois, ça reste une vraie question dans ce monde-là où les alternatives pour une vraie monnaie de réserve mondiale sont encore assez peu nombreuses. Il faut quand même pouvoir encaisser, je sais pas, des trillions de demandes de dollars aujourd'hui de la part du reste du monde, quoi. Donc toutes les monnaies ne peuvent pas gérer ça. Ouais, moi je pense sincèrement que c'est le seul point positif de la position. C'est ce que vous disiez, d'avoir fait baisser le dollar. Voilà. Mais c'est une dépréciation, c'est pas une perte de statut. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. En revanche, ce qui est vraiment... Mais encore une fois, moi je suis estomaqué par la puissance... Non, mais par la puissance des marchés financiers. Vraiment, oui. Je trouve que vraiment, c'est très impressionnant Enfin, on a vu quand même des mouvements extrêmement forts sur le 10 ans américain. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont été shortées, qui ont été vraiment vendues. 10 ans et 30 ans aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur 30 ans aussi, on a vu bouger des choses. Voilà. Et donc, il y a quand même des flux, même si je ne crois pas super aux flux, mais là, honnêtement, pour avoir une réévaluation aussi rapide des taux à 10 ans et des niveaux de risque implicites sur certaines zones géographiques, notamment les États-Unis, moi je trouve que les marchés financiers ont vraiment fait leur rôle de régulateur. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et c'est de la pure prime de risque qui s'est formée là, dans ces 50 points de base qu'on a vus. En tout cas, je trouve que c'est dire attention, on a un monde à l'équilibre et là tu es en train de le déséquilibrer. Et si tu le déséquilibres, voilà ce qui peut arriver. Et ce qui était vraiment très intéressant dans la courbe des taux, c'est quand même ce plongeon du 3 ans. Donc on avait un truc complètement... Je n'ai pas vérifié avant de venir, mais franchement, au pire de la crise, on avait un truc complètement inversé entre le 0, donc le JJ et le 3 ans. Et ensuite, une courbe pentue. Donc le marché financier obligataire, il disait vivement qu'on se débarrasse de l'administration Trump, parce que là, on va direct vers la récession et après, on reprend un truc un peu normal. Ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que le rôle de régulation des marchés encore une fois, c'est une crise créée de toutes pièces. Ce n'est pas une crise fondamentale. C'est pour ça que, bon, on est parti avec des actions, tant pis, ça baisse, et puis on sait que on va s'en tirer par le haut, parce qu'il y a
aucune incertitude sur l'issue. Bon, sur le marché obligataire, qu'est-ce que le marché obligataire a escompté effectivement à travers cette crise? D'ailleurs, on notera que alors c'est pas un rallye, mais il y a quand même un peu de détente obligataire depuis quelques jours. On est passé de 4,50 à 4,20 sur le 10 ans américain. Les choses se tassent un petit peu. Et puis on n'a pas cassé de niveau non plus. On n'est pas retourné voir les 5%. On n'a pas touché les 5% sur le 30 ans, qui aurait été, à mon avis, un solde $. Mais on l'a approché. Pas loin. Je pense que savoir combien ça a pesé dans les revirements de Trump, c'est difficile à dire, parce que ça serait rentré dans la psychologie du personnage, qui me semble un exercice un peu périlleux, mais probablement que ça a joué, incontestablement. Oui. Après, qu'est-ce qui a entraîné cette montée des taux ? Il y a plein de choses potentielles. Il y a effectivement un effet presque un peu de bond vigilant, donc des marchés obligataires qui, comme ils l'ont fait en Angleterre il n'y a pas si longtemps, ou même aux États-Unis sous le premier mandat de Clinton de mémoire, où quelque part le marché obligataire dit au gouvernement, là vous faites n'importe quoi. Il y a certainement une partie de ça. Il y a une partie supposée auquel je ne crois pas beaucoup d'accélération des flux vendeurs de la part des détenteurs étrangers, Japon, Chine. J'y crois assez peu parce qu'en fait, ils font ça depuis 10 ans. Ils n'ont pas arrêté. Oui, c'est ça. C'est un mouvement de long terme qui est déjà enclenché. Je suis pas sûr que ça ait joué beaucoup. Et après, il y a eu sans doute quand même en partie le débouclage de toutes les stratégies d'arbitrage de base des hedge funds qui arbitrent donc l'obligation cash versus le futur, où en fait ça fait des très gros montants et quand on déboucle, ça fait des flux vendeurs assez importants. Donc, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui a été de dire, vous faites n'importe quoi parce que d'un côté vous promettez encore plus de déficit fiscal qui n'est absolument pas budgété et vous fragilisez l'économie américaine par les tarifs douaniers. Donc quelque part ça met un risque sur l'économie américaine. Alors on peut se dire naturellement que si ça risque de causer une récession, un crash de l'économie, les taux devraient baisser, mais là c'est une alerte qu'on envoie en disant ce que vous faites ne va pas et c'est de la défiance. Là ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est que je pense quand même que le fait de clarifier, de dire non, on n'ira pas en frontal contre Jérôme Powell et contre la Fed, ça a un petit peu détendu tout le monde. Il y avait quand même de gros doutes que ce soit faisable légalement, mais malgré tout, donc la certitude est là. Pour vous, l'affaire Trump-Powell, elle est passée, ou le pire de l'affaire est derrière nous ? Je pense que de base, elle n'est pas crédible. Donc, de toute façon, juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Quel intérêt a en plus Trump de le faire alors que malgré tout la Fed elle est quand même plutôt dans un objectif de baisser les taux, peut-être pas dans le timing de Trump, peut-être pas aussi vite, etc. Mais la Fed et Powell le premier, Powell est sans doute un des plus accommodants aujourd'hui au sein de la Fed. Powell le premier, il veut baisser les taux. Donc il n'y a aucun intérêt à jouer ce rôle-là. Il a besoin d'un adversaire politique. Voilà, mais c'est un contre-feu. Pour moi, qui se bat contre quelqu'un, quoi. Ce n'est qu'un comme il n'y a plus personne en face. Puis au moment où on commence à voir que la Chine ne cède pas, on va attaquer un autre adversaire. Ça permet de montrer quand même qu'on a des muscles. Mais je pense que ça, c'est pareil. Et Bessent a aussi clarifié la situation. Je pense que ça, on ne reviendra pas dessus. Peut-être qu'on aura à nouveau des petites piques sur la Fed, il ne baisse pas assez vite, etc. Ou peut-être des critiques envers Powell, surtout plus on se rapprochera de la fin du mandat de Powell. C'est très probable. Mais cette hypothèse que Powell ne termine pas son mandat, je pense que ça aussi, on s'est écarté aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que le marché price, le marché des actions là aujourd'hui, en termes de scénario macro, ça coïncide quoi avec un gros ralentissement américain à un certain stade cette année. Ça peut coïncider avec ce qu'on est passé par l'idée d'une récession dans cette phase de crise, dans ces 100 premiers jours de Trump. Est-ce que le marché est allé jusqu'à escompter l'idée d'une récession américaine, ou est-ce qu'on s'est gardé justement d'en faire un scénario trop central? Toujours difficile à dire, ça dépend sur quoi on raisonne en termes de marché. En fonction des classes d'actifs, on n'a pas tout à fait les mêmes réponses. Si on raisonne en termes de niveau, en termes d'amplitude de drawdown, mais en termes par exemple de valorisation, on est à 21 fois le PE sur le S&P 500. Ça ne price pas un gros ralentissement économique quand même. C'est le dernier point bas récent, qui n'était même pas une récession, c'est 2022, on était à 15. On est à 21, avec en plus des attentes de bénéfices qui n'ont pas vraiment été révisées à la baisse. Donc, pour l'instant, ça presse un scénario relativement bénin. Quand même un changement de paradigme, parce qu'on a on est quand même rebaissé par rapport, que ce soit les niveaux absolus de marché ou les niveaux de valorisation
on s'est quand même redétendu par rapport au niveau qu'on avait atteint mi-février. Mais on ne price pas quelque chose de vraiment très externe. C'est peut-être là, autant sur les marchés européens, je pense que pour le coup, le marché européen est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, le marché européen, la valorisation, elle price pas une énorme récession mondiale, mais c'est assez logique, parce que surtout l'Europe, on était à 0,5, 0,7 de croissance prévue. Bon, avec l'impact des guerres commerciales, ça sera peut-être 0,1, 0,2, mais ça ne change pas fondamentalement la tendance. Et puis, il y a toujours ces plans d'investissement qui vont venir après. Donc là, sur les marchés européens, finalement, ce qui est pricé assez faire. Sur les marchés américains, on price un scénario qui est assez bénin. Peut-être qu'il peut être un peu plus méchant et qu'à un moment donné, on peut avoir un petit peu de repricing supplémentaire. Surtout si à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, on a les hard data qui confirme le message des soft data, ce qui n'est pas acquis pour l'instant. Et quelque part, c'est logique. Le marché aujourd'hui price la désescalade et la détente. C'est logique, puisque c'est la tendance des dernières semaines, donc c'est ce que le marché price. Est-ce que, sans doute qu'on restera dans cette tendance à la détente. Après, c'est l'impact réel sur l'économie qu'il va falloir mesurer. Pour l'instant, le marché ne price, à mon sens, pas totalement. Vous disiez, Valérie, tout à l'heure, aller au-delà du marché européen, c'est-à-dire en Asie et donc en Chine, ça reste encore assez hasardeux aujourd'hui, vous dites, pour vous? Il n'y a pas de... Oui, pour la résilience du marché chinois, là, c'est pas quelque chose qui vous inspire encore Non, pas encore. À la rigueur, on peut se poser des questions sur le Japon. Mais il n'y a toujours pas de signal net. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se disait sur les obligations, parce que pour moi quand même le signal est très clair, parce qu'on a une pontification forte de la courbe des taux. Moi je trouve qu'il ne s'est pas passé grand chose sur les taux longs en eux-mêmes dans l'absolu, puisque effectivement, on n'a pas franchi des seuils clés, on n'a pas fait des nouveaux sommets ni quoi que ce soit en taux. En revanche, sur la pontification, ça a été très rapide, et ça a été très rapide sur le 10-30 aussi. Parce que le 10-30, il ne bougeait pas. On était ça faisait 2 ans, en gros comme l'euro-dollar, ça faisait 2 ans que c'était extrêmement contenu. Et là, on a fait sauter une limite sur le 10-30. Donc, en fait, on a le message très clair que c'est la prime de terme qui est en train de se constituer. Donc, que la signature américaine est en train de perdre de la qualité. Parce que, oui, maintenant, il faut quand même nous payer plus. Et c'est des mouvements, quand ils se mettent en place, qu'on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on atteigne... alors qu'on n'arrête pas, attention. Une fois encore, ça se déploie sur 2 ans. Quand on enclenche ce genre de mouvement et de stratégie, on ne revient pas dessus et la récession est devant dans l'économie réelle. Elle n'est pas derrière quand la courbe de taux se pontifie. La récession est devant nous. La récession, c'est juste aux 2/3 de la pontification de la courbe de taux. Enfin, elle n'est pas facile, ça dépend des fois, etc. Il y a d'abord la phase d'aplatissement et la violente pontification. Voilà, c'est quand ça devient inévitable et que boum, on va dans le mur et qu'on va à la récession. Donc la récession, elle est pour cette année aux États-Unis, ça c'est clair. Pour moi, c'est ce que nous disent les marchés financiers. Et donc, sur les actions, on a une période de répit, mais c'est pas du beau temps. Ce que je dis depuis un petit moment, c'est qu'on est en train de construire des sommets importants sur tous ces marchés. Et on ne peut pas savoir le rythme et la façon dont on va construire ces sommets. Il faut casser les dynamiques précédentes. Et en fait, il faut donner des coups de boutoir pour venir à bout de l'optimisme de Pierre. Non, mais je comprends. Qui reste bien ancré. Non, mais je suis optimiste, mais effectivement, moi j'ai trouvé ça très intéressant que ça s'inverse complètement. Et alors là, pour le coup, qu'elle s'aplatisse, mais négativement, très fortement sur le 0,3 ans. Ça, c'était intéressant. C'est que cette période sur le 0,3 ans, le 3 ans qui... Donc le reste du mandat de Trump. Mais donc ça veut dire qu'en fait, on a... Donc, en tout cas, on a une vue très négative sur les 3 parce que le taux s'effondre, donc le prix des obligations remonte, mais entre 0 et 3 ans. Et après, ça se repentifie. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et que la pression... Ça joint bien l'idée que le marché a pricé, en tout cas à travers certains instruments, l'idée d'une récession ou pour cette année, ou en tout cas pour la fin, d'ici la fin du mandat de Trump. Comment ça se passe s'il y a une récession aux États-Unis là, un jour? En tout cas, moi je trouve que le marché, alors là pour le coup, actions, c'est pour ça que je ne suis pas si optimiste sur les marchés actions. Je trouve que le Nasdaq à -10,
Revenu à moins 10, ouais. Je parlais quand même d'un jouet un peu cassé. Et quand les marchés sont évalués à la perfection, il faut vraiment que le monde soit parfait. Ouais. Et là... quelque chose vous dit que... Et là, en fait, le monde n'est plus parfait. Non, et ce qui va être très intéressant, c'est de voir la différence entre les fournisseurs de biens et les fournisseurs de services. Ça va vraiment être passionnant, je pense. Et notamment dans les 7 magnifiques. En fait, franchement, quand on voit la partie d'échecs qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment passionnant. Parce qu'on a un Musk qui arrête la politique très rapidement. On va voir si les dégâts sur Tesla, ils sont rédhibitoires ou pas. Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à une fronde pareille et à un effondrement des ventes de voitures. Vraiment, l'effondrement des ventes de voitures. Des problèmes de capacité, des usines qui ne tournaient plus non plus. Enfin, je veux dire, quand on ne produit plus, c'est compliqué de vendre. Ça, c'est quand même très intéressant de savoir si, en fait, les ventes vont rester à moins 60. Parce que les dégâts sur la marque... Non, mais les dégâts sur la marque sont quand même vraiment très importants. Ouais. Moi, je ne pensais pas du tout. Moi, je ne pensais pas que... Moi, les phénomènes de boycott, j'y crois pas trop. Et puis, c'est rarement... c'est pas un phénomène de boycott. C'est rarement durable. Non, mais c'est pas un phénomène de boycott. Je pense que c'est un phénomène de désaffection. Ouais. Et que finalement, en fait, on est... non, mais je pense que, par exemple, Apple voudrait pas perdre ce statut sur les téléphones portables. Et Tesla, c'était une référence. Et en fait, tout d'un coup, on s'est dit, il y a peut-être d'autres alternatives. Donc, c'est pas juste politique, vous dites. C'est aussi la concurrence à côté. D'accord. Moi, je pense que la désaffection, c'est bien pire que le boycott. Et on va voir comment ça se passe sur les fournisseurs de services, donc notamment les Meta. On voit que Netflix, là, on parlait de nouveau plus haut. Netflix, c'est un truc assez mondial. Personne n'a pris parti politiquement et je pense que c'était salutaire de ne pas le faire. Hein. Et on voit bien que Netflix, ils peuvent annoncer des résultats formidables. Personne ne se dit on n'aime pas la culture américaine, on va se désabonner de Netflix. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Donc on a d'un point de vue les biens culturels, donc plutôt services, on va dire, qui sont épargnés par ce délire. On va voir comment on verra combien de temps ils sont épargnés. Hein. Je veux dire, c'est des boîtes qui peuvent typiquement se retrouver à un moment dans le conflit commercial entre l'Europe et les États-Unis. Hein. Puisqu'on a cet excédent de service, les Américains ont un excédent de service chez nous. S'il faut à un moment quand même mettre en place des représailles. Oui, mais c'est d'autant plus délirant. C'est d'autant plus délirant que en fait, les tarifs ne s'attaquent qu'aux biens sans tenir compte des services. C'est quand même. Non, mais c'est pour ça que. Oui, c'est une vision parcellaire du monde. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. Ça, en fait, les marchés financiers, cette vision parcellaire du monde, ne peuvent pas accepter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés alors, Pierre ? Nous, on conserve notre biais pro-européen. Je sais que c'est surprenant. 2025. Donc là, il y a quand même l'idée que le schéma de marché, ce qu'on a vécu de l'ultra-dominance boursière des États-Unis à travers une poignée de valeurs, comparé au reste du monde, vous dites ce schéma-là, il est quand même en tout cas, là, amoindri. Il est d'accord. Autant donc en relatif, on peut avoir. Moi, je trouve qu'en fait, autant de 2024, il n'y avait aucune question à se poser. 2025, vraiment, c'est le jeu est plus ouvert, quoi. Ouais, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ouvert vers l'Europe. Parce que en fait, encore une fois, les crises politiques, c'est très compliqué à gérer. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas les gérer. Mais en revanche, ça donne de l'information. Quand on a une crise politique d'un côté et finalement une ambiance où tout le monde se serre les coudes de l'autre côté, franchement, c'est quand même beaucoup plus clair d'aller investir en Europe. D'autant plus qu'on sort des taux négatifs. On voit de certains secteurs des secteurs value qui deviennent croissance comme les banques. C'est quand même assez rare. Donc, franchement, on a quand même. Et le fait que l'euro est monté, parce qu'un des arguments était de dire, si jamais il y a des tarifs sur l'Europe, et il y en a aujourd'hui un plancher à 10%, le change permettra de s'ajuster et avec un peu de baisse de l'euro, on s'en sortira, etc. Là, on a eu le mouvement inverse sur l'euro-dollar. Mais c'est un euro-dollar, ouais. Donc, on va dire que les échanges, ils sont principalement... même trade-weighted, même pondéré des échanges commerciaux face aux devises partenaires, l'euro a quand même bien remonté. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, on a une zone commerciale qui est quand même relativement forte en Europe. Donc, ça protège quand même pas mal. Et surtout, ça donne de l'air à la Banque centrale. Hein, parce que voilà. C'est un argument en moins pour ne pas baisser les taux, quoi. On parlait du pétrole, franchement. On voit que ça se détend. Deux arguments en moins pour ne pas baisser. Elle peut appliquer sa politique tranquille. Ouais. Bon,
sur la logique d'investissement là, qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui, Enguerrand? On a un petit peu la même vision. Hein. Ouais. On a quand même un biais européen beaucoup plus fort aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, il y a toujours un excès de valorisation aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe. On n'est pas à bargain, mais il n'y a pas vraiment de sujet de valorisation en Europe. On a, un impact sur les perspectives de croissance. Je le disais tout à l'heure, bon, ça sera peut-être revu un peu à la baisse sur 2025, mais l'écart n'est pas énorme. Et on a toujours cette perspective de réaccélération à horizon 2026-2027. Là où aux États-Unis, on est plutôt en fermeture d'output gap. Hein, donc on était au-dessus de la croissance potentielle pendant plusieurs années. Là, on va revenir probablement à la croissance potentielle, voire un peu en dessous. Donc là, le gap va être beaucoup plus important. Et puis, au niveau des banques centrales, on a une Fed qui, même si, on le disait tout à l'heure, elle est quand même dans l'optique de baisser les taux. Elle ne va pas pouvoir agir de manière très forte, et en tout cas pas de manière préemptive par rapport à un ralentissement. Elle le subira, le ralentissement ou la récession, s'il y en a. Elle sera en réaction. Elle sera en réaction, il n'y a pas de problème, mais elle le subira. Là où la BCE, elle, est en train d'agir, on en a parlé il y a quelques mois, elle disait qu'il faut qu'elle aille en dessous du taux neutre. Elle vous a écouté, elle vous a entendu. Mais c'était pas être grand clair que le dire, c'était parfaitement logique qu'elle aille là. Elle a besoin d'arguments. Il fallait qu'elle ait les arguments, il fallait convaincre quelques réticents, comme le gouverneur de la Banque d'Autriche, qui est le Hawkish des Hawkish par excellence. Bon, il fallait convaincre quelques personnes, mais maintenant elle va y aller. Donc, on a finalement une croissance qui ne va pas être trop affectée, des perspectives positives, une valo raisonnable et une banque centrale accommodante. C'est quand même pas mal. C'est pas un choix par défaut, quoi. Non, il y a un vrai intérêt par défaut. Et d'ailleurs, si on va dans le même sens, l'autre pays qui quelque part coche des cases aussi de ce point de vue-là, même si c'est peut-être un peu plus audacieux d'y aller, c'est la Chine. La Chine, malgré tout. Alors, il y aura l'impact de la guerre commerciale, très clairement, qu'il va falloir prendre en compte. Mais le gouvernement chinois probablement sortira un bazooka à ce moment-là, pas avant. Il ne faut pas attendre, à mon avis, quelque chose avant. Ça, donc là aussi, il y a encore des mesures à venir. Si l'impact est trop fort, il y aura des mesures. J'en suis un peu persuadé. Et on voit par ailleurs ce qui était le gros frein de la Chine depuis 2-3 ans, c'est-à-dire la confiance des consommateurs et des ménages, commence à repartir petit à petit, et donc avec des perspectives sur la consommation intérieure qui peuvent être un peu plus intéressantes. Donc, aller très progressivement re-regarder ce qu'il y a en Chine, notamment sur la tech chinoise qui fait preuve d'innovation quand même de manière très importante, ça ne me semble pas une mauvaise idée. Dans les 100 jours, le mandat de Trump a commencé avec DeepSeek. Voilà, et puis là, on a les annonces de Huawei. Oui, ça continue. 40 secondes sur l'investissement. Moi, je préfère le Japon à la Chine. Et quitte à jouer la relance de la Chine, on peut la jouer par le Japon parce que quand même leurs échanges sont assez étroits et a priori ne peuvent que s'intensifier. Donc c'est bon pour le Japon. La hausse de l'euro, moi je vois ça d'un œil favorable effectivement pour la zone euro parce que en fait historiquement le moment où la bourse européenne surperforme, c'est le moment où l'euro est fort. Et puis ça va nous permettre effectivement d'avoir une banque centrale qui sera beaucoup plus cool, moins d'inflation à importer, pas de problème sur la devise, enfin bon, tout ça c'est bien, on est déficitaire en pétrole, donc c'est bien, enfin en matières premières, donc c'est bien aussi d'avoir un euro fort, ça peut qu'aider notre croissance. Boursièrement, on n'a pas encore beaucoup de signaux, mais peut-être qu'ils vont venir. Je veux dire, le fait qu'on ait trouvé un point bas pour 1 ou 2 ans dans la performance relative est possible. Maintenant, dans quelle mesure on va réussir à surperformer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'où ça va aller, cette surperformance bon. À suivre. Bon, ben voilà. Il faut quand même acheter au bon prix, quoi. Il ne faut pas se jeter dans... Et je crois que l'aspect de valorisation revient quand même comme étant un facteur aujourd'hui il faut être très tactique. Important. Parce que et la devise. Le dollar continue de baisser, les actions américaines. C'est la double peine. C'est la double peine. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Enguerrand Artaz, la financière de l'Échiquier, Valérie Gastaldi de Day by Day, Pierre Bismuth, Myria Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small et mid cap européennes, avec l'idée que les planètes sont peut-être en train de s'aligner pour cette classe d'actifs ou cet univers d'investissement. Plus précisément, Raphaël Moreau est à mes côtés en plateau pour en parler. Co-CIO d'Amiral Gestion. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Maison de stock picker, mais on va quand même partir des grands facteurs, j'allais dire un peu global, macro, géopolitique, entre ce qui se joue sur les tarifs douaniers, ce qui se joue en Allemagne également,
évidemment avec la perspective d'une Allemagne plus dépensière pour la défense et pour les infrastructures. Et puis sur le terrain géopolitique, avec la perspective toujours fragile, mais peut-être devant nous quand même d'un apaisement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, je le formulerai ainsi, Raphaël. À travers ces différents facteurs-là, quelle est votre compréhension de ce qui se joue et de ce qui se joue notamment pour cet univers d'investissement des small et mid cap en Europe? Très bien, merci Grégoire. Super introduction. Voilà, c'est le brief. Donc oui, effectivement, il se passe des choses un peu partout et qui ont une influence en Europe, donc à Washington, à Berlin, à Moscou. Ouais. Alors on va commencer par l'éléphant dans la pièce, c'est Washington. Donc avec, juste pour remettre en perspective, l'objectif peut-être qu'essaye d'obtenir Donald Trump et l'administration américaine. Je ne commenterai pas la forme. Mais on va essayer de comprendre en partie au moins le fond. Oui. Et donc l'objectif qui est quand même clair, c'est de rééquilibrer le commerce mondial. Donc que les États-Unis produisent davantage et consomment moins, et inversement que la Chine consomme davantage et produisent plus. Il faut bien se rendre compte que depuis 2007, 2008, le taux de change entre le yuan et le dollar est resté stable. Alors que la Chine, donc, depuis 15-20 ans, accumule des excédents absolument stratosphériques vis-à-vis des États-Unis et pas seulement. Et du reste du monde, oui. Voilà. Et la théorie économique des taux de change flottants voudrait que le yuan s'apprécie face aux autres devises, puisque les exportateurs rapatrieraient donc les capitaux dans leur propre pays, et ce qui ferait monter la devise, et donc permettrait de rééquilibrer la compétitivité en fait relative. Ça ne se passe clairement pas. Peut-être parce qu'il y a le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve internationale, mais il y a aussi clairement la stratégie de la Chine de prioriser son industrie au détriment de sa consommation. Déjà, pendant la crise de 2008, on se disait que ça serait peut-être le déclencheur d'un rééquilibrage vers plus de consommation. Ce n'est pas arrivé. Donc c'est ça que veut forcer... mettre fin à ce mercantilisme forcené de la Chine. Exactement, parce que les conséquences concrètes, c'est que l'industrie chinoise ravage l'industrie du reste du monde. Aujourd'hui, l'industrie chinoise, il faut se rendre compte, c'est l'industrie chinoise, c'est davantage que l'industrie américaine, japonaise, coréenne, allemande, réunies, qui sont les 4 principales... la production industrielle chinoise est supérieure à la production industrielle combinée de ces 4 principaux concurrents. Voilà, donc la Chine mérite bien son nom d'usine du monde. Voilà. Et donc ça crée tout un tas de problèmes économiques, de problèmes de dépendance géopolitique des États-Unis aussi vis-à-vis de leurs principaux fournisseurs. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir un rebalancing. Alors est-ce que, comme Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, est-ce que ça sera un beautiful rebalancing ou pas, ça on n'en sait rien, mais il faut bien se rendre compte que c'est un changement économique majeur pour le monde qui essaye de s'activer par cette occasion. Essayons d'imaginer un monde où la classe moyenne chinoise s'enrichit très fortement, par exemple via une hausse du taux de change. C'est ce qui s'était passé en 85 avec les accords du Plaza entre le dollar et le yen et le Deutsche Mark, où le yen avait doublé de valeur en 2 ans face au dollar. Donc on essaye d'imaginer ce monde, ça aurait des impacts absolument colossaux pour toutes les industries dans le monde entier. Voilà. Donc, alors à court terme, par contre, ce qui est sûr, c'est que la visibilité, elle est inexistante. La confiance des agents économiques est en chute libre aux États-Unis et puis évidemment avec des impacts aussi ailleurs. Et donc ça c'est récessif. Je comprends, parce qu'on est dans cette période de transition, comme dirait Trump, effectivement, avant de voir le nouveau monde naître d'une certaine manière. L'absence de visibilité disparaisse assez vite. Je comprends. Voilà. Donc les small caps, dans tout ça, on va pas dire que c'est un havre de paix, clairement pas, parce qu'elles sont aussi sensibles quand même à cet environnement angoissant et insensible et stressant, mais elles sont quand même beaucoup moins concernées que les grandes valeurs. Pour faire simple, plus c'est petit, plus c'est domestique. Donc les micro-caps, elles sont françaises, les small-caps, elles sont parfois un peu européennes, les mid-caps, elles sont européennes et un peu internationales, et les large-caps, elles font l'essentiel de leurs profits en dehors d'Europe. Et à travers les frontières. Voilà. C'est ça. Et puis en plus, donc les small-caps, elles sont plus domestiques, plus européennes, voilà en tout cas, et en plus, il faut aussi neutraliser ce qui ne franchit pas les frontières, ce qui est quand même l'essentiel de leur activité. Bon, des effets positifs et négatifs, mais au final, vous dites, en relatif par rapport à des grandes valeurs,
les small et mid-cap européennes ne sont pas celles qui seront le plus affectées par ce changement de monde ou cette recomposition de la mondialisation ou des forces en présence. Elles ont des caractéristiques rassurantes qui étaient plutôt une faiblesse parce qu'elles étaient plus exposées à l'Europe. Là, c'est plutôt une force relative dans le contexte. Ce qui se passe à Berlin, Raphaël. Donc Berlin, c'est un petit peu passé derrière le rideau là, pendant quelques semaines, vu que ce qui se passait aux US... Une actualité chasse l'autre, vous savez comment ça se passe. Mais on a quand même bien insisté ici, et pas que ici, sur le moment historique d'ailleurs, je me souviens, du 4 mars dernier, avec le discours de Friedrich Merz et en à l'issue des élections. Juste pour resituer un tout petit peu, ça a été très très vite. Donc, pour rappel, fin février, élection en Allemagne. Donc la CDU, le SPD vont pouvoir faire un accord de coalition et aimeraient dépenser plus. Sauf que pour dépenser plus, il faut réformer la Constitution. Et ça, le nouveau Parlement n'a pas la majorité au Bundestag. Donc ils ont convoqué l'ancien Bundestag, où là, il y avait encore la majorité des partis centristes, qui a pu faire... Donc c'est pour ça que ça a été très très vite, beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Coup de génie politique pour les uns. Trahison. Ou trahison pour... trahison, oui, c'est ça. Trahison budgétaire même pour d'autres. Oui, bien sûr. Donc ça a été très très vite, mais on n'a toujours pas de gouvernement en Allemagne. Donc c'est ça là, ça arrive là. Donc là, ça arrive la semaine prochaine. Donc il faut s'attendre qu'à partir de la semaine prochaine, on ait des annonces, un gouvernement. On rentre dans l'exécution, quoi. Germany is back, voilà. Et donc ils ont déjà prévenu les parlementaires qu'il fallait pas prévoir de vacances au mois de juillet, parce que il y a un peu de pain sur la planche. Pour aller vite, pour qu'il y ait des mesures qui aient un impact dès 2025. Par exemple, amortissement accéléré pour les entreprises qui investissent. Des baisses d'impôts, peut-être un plan de relance sur l'automobile. On verra tout ça la semaine prochaine. Mais il y a des trucs à attendre dès le budget 202025. Oui, il va y avoir une petite poche quand même dans le budget 2025 rectificatif qui peut déjà apporter un petit peu de détente. Améliorer la confiance. Mais c'est vrai que ça commencera surtout à avoir un impact. Éviter une nouvelle année de stagnation totale de l'économie allemande, si ça peut être un objectif. Oui, tout à fait. Donc là, on parle du plan Marshall en termes d'ampleur, c'est ça. Et sur plus de 10 ans, 500 milliards dans les infrastructures, des dépenses illimitées potentiellement. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent qui va être investi outre-Rhin et avec potentiellement aussi un effet d'entraînement sur le reste de l'Europe. Bien sûr, et des perspectives, là c'est assez évident effectivement pour les entreprises les plus locales, small et mid-cap allemandes en premier lieu et sans doute européennes également, on pourrait y revenir. Un mot de ce qui peut se jouer sur le plan géopolitique avec l'idée d'un, je ne sais pas comment le formuler, d'une accalmie, d'un apaisement, d'un cessez-le-feu, d'une paix éventuelle entre l'Ukraine et la Russie. Ça aussi, on vit avec ça depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Beaucoup estiment que c'est devenu un espèce de new normal, mais si ce new normal change pour quelque chose de mieux, si je puis dire, Raphaël, ça aura aussi des effets. Oui, déjà de manière très concrète sur le plan énergétique, qui était quand même le gros de la crise en 2022, tout simplement parce qu'il y aura moins de stress sur le sujet énergétique, un repli des prix du gaz. Alors, les spécialistes parlent de 20 à 30% de baisse du prix des gaz. Une des grosses incertitudes, c'est est-ce qu'on se laisserait tenter à racheter du gaz de pipeline russe sans pour autant recréer les dépendances précédentes. On n'avait pas banni le gaz. On a banni le pétrole, je crois, mais le gaz est resté accessible en partie. Alors, modulo les infrastructures, on achète surtout du LNG, c'est ça. Effectivement, le pipeline... Le gaz par pipeline, oui. Lui, quand même, il y a eu une forte baisse. Et puis, il y a les Russes qui avaient un peu coupé le robinet aussi. Oui. Mais effectivement, il y a une partie qui arrive quand même en Europe. Donc ça sera favorable sur le plan de l'inflation. Donc, de manière générale, ça va être bon pour alimenter aussi la baisse de taux en Europe. Et donc, en fait, les effets, ils sont assez diffus et assez généraux. Baisse de risque géopolitique européen, et puis aussi opportunité peut-être dans la reconstruction. Alors, soit dans les infrastructures, les ponts, les routes, etc. Mais aussi agriculture. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un grenier, le grenier, mais bien sûr, l'URSS. Bien sûr. Oui. Mais il paraît que 15% des terres sont en fait saccagées. Des terres agricoles. Il va falloir les remettre en état pour repartir sur... Une fois qu'on a dit ça, Raphaël, parce que le temps tourne, et qu'on voit ces planètes un peu macro ou ces facteurs un peu globaux s'aligner pour les small et mid cap, comment ça se traduit en termes d'axes d'investissement pour vous dans les stratégies dédiées chez Amiral Gestion? Oui, donc, comme je disais déjà, on est un peu plus à l'abri, on va dire, des sujets de droits de douane. Donc quand vous êtes investi dans Groupe Guillain qui fait de l'emballage alimentaire en Europe,
où vous pouvez vous poser des questions quand même sur le monde, mais a priori vous êtes assez isolé. Quand vous êtes Norconsult qui fait, c'est des architectes qui travaillent sur des plans d'infrastructure en Norvège. Bon, avec l'État norvégien derrière, qui a les reins solides, vous inquiétez pas trop. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui se joue autour de l'Allemagne. Donc là, il y a de nombreux dossiers qui sont quand même concernés. Ouais, c'est vaste comme univers. Voilà, donc il y a tout ce qui est autour de la défense déjà. Donc nous, malheureusement, on n'a pas été investi dans des sociétés pure plate de défense où ça a été, d'ailleurs, ça a été aussi très très vite et certains aspects assez bullesques sur un certain nombre de dossiers, même s'il faut évidemment trier. Voilà, tout n'est pas jeté, hein, évidemment, enfin, en termes de valorisation. Mais par exemple, on est exposé sur une société suédoise qui s'appelle Nordrest, qui est un petit Sodexo, mais qui a 50% de son activité dans la défense. C'est une société gérée par un ancien militaire. Un militaire qui mange, c'est un militaire qui est opérationnel. Exactement. Un militaire qui mange pas, c'est un militaire qu'il faut gérer, quoi. Voilà, les cantines, les casernes en Suède, service militaire obligatoire, hommes et femmes, 12 mois en Suède. Voilà. Et puis aussi, ils font, et c'est important dans leur activité, des rations pour l'OTAN, en fait. Donc, des petits paquets préparés. Bon, voilà, il y a pas mal on a quand même 13% du portefeuille dans Sextant PME qui est investi sur des sociétés qui ont au moins une petite partie de leur activité dans la défense. Voilà. Après, il y a tout ce qui est autour des infrastructures. Donc, je pense à Contron, par exemple, qui est dans les systèmes de communication. Alors eux, ils sont à la fois présents dans le militaire, mais aussi dans le train. C'est le leader en Europe sur les systèmes de communication modernes 5G dans les trains. Donc ils ont eu beaucoup d'activités sur le Grand Paris, par exemple. Là, en Allemagne, on dit que le système ferroviaire allemand est pire que le système anglais. D'accord, oui. Bon. Donc la Deutsche Bahn a commencé par dire que sur les 500 milliards, eux, ils voulaient bien 250. On prendra la moitié, oui, c'est ça. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'activités. Encore un mot. Voilà, non, et puis après sur l'Ukraine, c'est beaucoup plus diffus. Bon, on a certaines sociétés comme Sarantis en Grèce, qui est aussi présent dans les Balkans, qui a 5% de son activité en Ukraine, mais c'est beaucoup plus diffus sur le climat en général. Je comprends. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'être venu nous exposer vos convictions sur ce marché des small et mid cap européennes. Vous êtes co-directeur des investissements d'Amiral Gestion. Vous supervisez notamment la stratégie et le fonds Sextant PME chez Amiral Gestion.